Alors, bienvenue à tous, bienvenue à cette vidéo rediffusée, parce que comme vous vous en êtes rendu compte, nous avons eu un petit problème avec YouTube, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce message vous parviendra dans tous les cas, vous ne l'aurez pas forcément tous en direct, certains ont réussi et vont réussir à se connecter pendant la soirée, et la majorité d'entre vous le découvriront plus tard, et ce qui compte, c'est que vous l'ayez. Alors, après une série qui a vraiment réussi ces derniers mois, que nous avons fait pour la francophonie européenne, sur des Joseph pour aujourd'hui et pour demain. Nous nous lançons pour, euh, pour encourager et soutenir nos amis d'Afrique francophone, à la demande de plusieurs. Certains qui nous demandaient des cours pour de l'agriculture tropicale, d'autres qui nous demandaient si ce que l'on partageait en Europe enfin en Europe francophone était aussi valable pour l'Afrique. Eh bien, oui, la vision que l'on porte, cette vision de voir des chrétiens se lever dans le domaine de l'alimentation, de la résilience alimentaire des territoires, cette vision, elle est valable pour le monde entier. Par rapport à l'agriculture et à la culture en zone tropicale, eh bien, les cours qu'on donne actuellement pour l'école buissonnière ne sont pas adaptés. Ils sont adaptés à la culture en France, en Belgique, en Suisse, mais ils ne sont pas adaptés à l'agriculture en zone tropicale. Mais d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on lancera avec des partenaires des cours spécialisés sur la, la culture en zone tropicale. Donc ce seront des cours qui seront adaptés à votre zone de culture. Pendant cette nouvelle série, on va découvrir des profils différents. On va découvrir des Africains qui se sont levés dans le domaine de l'agriculture. On va découvrir aussi des Européens qui sont allés en Afrique pour développer des choses. On va avoir des groupes mixtes d'Africains et d'Européens qui se sont associés sur des projets. Vous-même, vous êtes un public mixte. Certains sont en Europe et s'intéressent à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. D'autres sont en Afrique et se posent la question de qu'est-ce qui pourrait bien se passer de bien pour mon territoire, pour chez moi et dans ma vie. Alors, moi, je suis vraiment heureux de commencer cette nouvelle série avec mon ami Bilnian, mon ami Farimi Bilnian, qui a épousé il y a plusieurs années une amie de ma famille, une amie de mon église locale de quand j'étais enfant. Euh, Tu pourras sûrement en parler un peu mieux que moi, de ta belle famille, de Nathalie et des enfants. Et alors, merci et bienvenue, Farimi. Est-ce que tu peux te présenter un peu mieux que je ne l'ai fait? Merci David. Je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. Et pour dire, mon nom est Farami Bilnyang. Je suis originaire du Soudan du Sud. Mais avant, vous étiez enfant encore, c'était le Soudan, mais maintenant c'est le Soudan du Sud. Et je suis, comme David vient de dire, je suis marié avec Nathalie Bilnyang et j'ai trois enfants, Durben, Ethan, Gaston. On est on était au Soudan, était au Soudan du Sud et maintenant on est en Ouganda. Mais quand même, on fait beaucoup du ministère euh, avec NSA Mission. Je voyage en Côte d'Ivoire, ou aussi Centrafrique et d'autres places, d'autres pays aussi. Et moi, si je vais parler juste par rapport à ça, mes enfants et tout ça, et je voulais aussi ajouter que aussi, avant de marier avec Nathalie, j'ai une licence en économie et aussi par rapport aux formations académiques et spirituelles aussi, j'ai fait une DTS, comme on dit, école des disciples avec Jeunesse en mission. Et je travaille avec Jeunesse en mission depuis là, ça fait plus que 13 ans. Donc là, je connais beaucoup de gens qui sont des Gaules-la-Forêt. J'ai fait mon outreach aussi à Saint-Paul, Trois-Châteaux. Et j'ai pu visiter quelques pays en Europe aussi, en faisant le DTS, c'était en Belgique et tout. Et par rapport au business, là, c'est vraiment, depuis longtemps, comme je viens de dire là, j'ai fait le business, j'ai une licence en économie, mais c'est vraiment, j'ai cet intérêt-là. J'aime beaucoup le business. Mais j'ai fait l'étude et tout. Mais quand j'ai quitté le Soudan et j'étais au Tchad,
À ce moment-là, j'étais réfugié. Donc, ce n'était pas évident, c'était compliqué pour nous. Mais quand même, la, j'ai pu commencer à travailler dans la restauration. Et aussi, quand j'ai rentré au Soudan, j'ai travaillé aussi dans le domaine du transport et aussi dans l'alimentaire. J'ai distribué du poulet et aussi à la fin, j'ai commencé à faire des yaourts. Mais vraiment là, dans cette série-là, je vais parler beaucoup par rapport au yaourt parce que c'est là que j'ai resté longtemps dans ce domaine-là. Donc, j'ai commencé depuis octobre 2011 dans ce domaine de faire des yaourts et tout. Mais c'est sûrement, vous allez demander comment j'ai rentré dans le domaine de l'alimentation. Quand j'étais au Tchad, comme je viens de dire là, j'étais réfugié, mais j'ai travaillé en tant que professeur au lycée avant de quitter le Soudan. Mais quand j'ai quitté le Soudan, j'étais au Tchad là, c'était pas possible de travailler parce que je parle anglais et à ce moment-là, je parlais pas français. Et je parle anglais et arabe. Et au Soudan, on faisait tout en arabe. Donc, j'enseignais même en arabe. J'ai eu l'opportunité de travailler dans un lycée islamique. Mais quand j'ai postulé, j'ai donné tous mes papiers au lycée islamique à N'Djamena. Quand j'ai postulé, j'ai donné tous mes papiers. Ils ont dit, vous savez, on a besoin de quelqu'un qui est un enseignant, qui parle arabe aussi, mais il y a une petite chose à faire. J'ai dit, mais c'est quoi? Ils ont demandé non de changer la religion. C'était pas j'ai refusé, mais en sachant que j'avais que 25 francs à l'époque. Là-bas, on dit 25 francs, je peux qu'acheter une tasse de thé. Mais j'ai quand même refusé comme ça et mais il y a un restaurant de Soudanais là-bas, à N'Djamena. J'allais pour acheter le thé. En parlant avec eux, ils ont demandé, est-ce que tu es nouveau? J'ai dit oui, j'ai que 3 mois ou 2 mois là, à N'Djamena. Et tu es d'où? J'ai dit, je suis du Sud-Soudan, Malakal. Ah, ils ont dit non, même notre patron te cherchait depuis longtemps parce qu'il y avait un Sud-Soudanais de ton tribu qui travaille avec lui. Il était tellement content de lui. Et quand il a su que je suis de la même tribu, il a décidé de m'embaucher. Il a dit, il me cherchait pour m'embaucher. Et c'était bien. Donc, j'ai eu à l'époque, là, c'était un tasse d'été et 3 gâteaux, comme on fait au Tchad là-bas. Et le lendemain, j'ai travaillé dans le restaurant. Donc, c'est comme ça que j'ai rentré dans le domaine de l'alimentation. Ça, c'est le petite histoire, comment j'ai rentré dans ce domaine. Et vraiment, j'ai aimé. Parce que là, comme je viens de parler avant, j'étais dans la restauration et aussi j'ai distribué le poulet et j'ai fait le yaourt. Donc, il y avait cette connexion-là. Et j'ai travaillé dans la restauration comme ça. Et quand on était rentré au Soudan, j'ai fait des transports et aussi les poulets. Mais pour aller chercher le poulet, là, c'était vraiment, il faut voyager à peu près 800 kilomètres de Malakal à Khartoum, au Soudan. Donc, je faisais ça, mais j'amenais que le poulet. Il y a un moment, j'ai essayé d'amener aussi des yaourts avec moi, de là-bas, de capitale du Soudan. Et un jour, on commençait à parler avec Nathalie, mon épouse, et on a commencé à prier, pourquoi pas le faire ici, elle était sur le net, Internet, on cherchait faire comment faire. Mais on n'était pas très fort dans ça. Donc, du coup, il y avait quelqu'un dans notre église à Djouba, à Malakal, pardon, dans notre église à Malakal, qui a dit, mais pourquoi? Il a demandé à Nathalie, ton mari, il est où? Elle a dit, il était à Khartoum. Pour faire quoi? Il amène des poulets et des yaourts. Il a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire le yaourt ici, chez vous, ici, à Malakal même? C'est possible, c'est facile. Donc, on a reçu ça comme une confirmation et on a pensé à le continuer à faire. Et vraiment, on a commencé, mais c'était compliqué, surtout quand vous voyez là, quand on regarde sur l'Internet, c'est des choses, c'est compliqué, comment faire, et là, il y a ça qui n'est pas là, il y a ça qui n'est pas là. Mais à la fin, OK, j'ai acheté des produits
Non, j'étais allé à Khartoum une fois et il y avait quelqu'un avec moi dans le magasin qui voulait chercher le pot de yaourt. J'ai senti quelque chose, il faut le demander. Et vraiment, là, avant qu'il sorte, j'ai appelé monsieur. Il me dit oui. Je lui dis, mais vous faites des yaourts? Il me dit oui. Vous le faites comment? Il me dit, OK, donne-moi un papier. Je n'avais même pas un papier. On a pris le papier du magasin, stylo et tout ça. Il m'a écrit des choses à faire. Et j'ai acheté après là, j'avais une camion, donc camionnette, pardon. Donc j'ai acheté aussi avec moi des gobelets et j'ai rentré à Malakal, 800 km. Mais là-bas, ce n'était pas évident. Il y avait des procédures à faire et tout ça. Mais en regardant les procédures, comment faire à sa façon, aussi, on a cherché sur Internet. Donc, j'ai pu changer un peu les choses. J'ai pu, j'ai pu changer des choses un peu ici et là. Et du coup, j'ai commencé à faire les yaourts. On a commencé à faire les yaourts à Malakal. Mais malheureusement, la guerre de 2013, on a dû quitter Malakal. Et après, on était en France et rentré chez nous à Djouba encore, 2015. C'est là, 2015, c'est là j'ai commencé à faire des yaourts. Bien. Il y avait des machines, on avait amené des machines avec nous, des thermoceleuses. Donc, j'ai commencé avec ça. Et je me rappelle quand j'ai commencé, Nathalie et les enfants, ils étaient toujours en France. Mais je me rappelle, j'avais commencé avec Lucine. J'avais un budget de $700. Donc, j'ai commencé à faire des yaourts. Et donc, quand j'ai commencé là, avant de commencer comme on fait le business toujours, il faut étudier le marché, il faut voir comment on fait. Donc, j'allais étudier le marché. J'ai vu que la concurrence venait du Soudan et venait aussi de l'Ouganda. Et j'ai commencé à étudier leurs projets et leurs produits, le produit. Et j'ai remarqué que le produit du Soudan, c'était 800 millilitres et celle de l'Ouganda, c'était 500 millilitres. Donc, j'ai choisi de faire le 500 millilitres. Et aussi, j'ai parlé de les 500 millilitres, j'ai choisi le yaourt nature et aussi yaourt avec une saveur vanille. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, j'ai commencé aussi de choisir le lait en poudre parce que j'ai remarqué que le lait au Soudan, il y a des vaches et tout ça là, mais le lait, il n'est pas aussi beaucoup. Et aussi, j'avais peur aussi que le produit laitier, comme ça, parce que les gens qui font du lait, ils sont un peu loin de la ville. J'avais peur aussi par rapport aux santé et toutes ces choses. Donc, à la fin, j'ai choisi faire du lait, faire des yaourts avec du lait en poudre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai choisi le type de produit et tout ça, et j'ai commencé. En faisant l'étude du marché, j'ai remarqué que, hop, là, je dois faire, si j'arrive à faire 1000 yaourts, parce que 1000 yaourts, en disant 1000 yaourts, parce que c'est yaourt à 500 millilitres, demi-kilo, quoi. Donc là, j'ai dit, OK, si j'arrive à un mois, deuxième mois, comme ça, si j'arrive à vendre 1000 yaourts, ce serait pas mal. Donc, je commençais tout seul. J'ai fait tout seul. Mais pour la distribution, je demande, il y avait quelqu'un qui faisait, au Soudan, à Djouba là-bas, il y a des taxis moto, les gens qui font des taxis avec le moto. Donc, je les demande de distribuer. J'ai fait comme ça. Je vais avec la même personne. On visite des marchés, des magasins différents. On propose le produit, notre produit yaourt. Et après, quand on est d'accord, c'est lui qui va distribuer pour moi à ce moment. Donc, j'ai fait comme ça. Mais quand j'ai commencé le premier mois, j'ai pensé que je vais vendre que 1000. Mais quand même, j'étais surpris. J'ai pu vendre 1800 yaourts. Et là, je ne m'imaginais même pas. C'était bien, j'ai bien travaillé, tout est bien passé. Mais pour vous dire que quand j'ai fait un an, j'ai vendu plus que 400 yaourts et j'avais 4 personnes avec moi. Donc, et on avait la possibilité aussi de travailler. Même avec 4 personnes avec nous, c'était juste parce que le marché n'était pas vraiment. J'ai dit que c'est plus que 4 000 yaourts par mois. Le marché n'était pas vraiment bien, mais c'était possible de même vendre 10 000 yaourts parce que la capacité des gens qui travaillent avec moi, malgré on était 5,
Et c'était possible de produire comme ça. En sachant, on produit tout à la main. C'est juste, sauf le scellé, c'est ça, on utilise avec le thermoscellé. Mais autrement, tout à la main. Tout à la main. Vous allez voir une vidéo après. Donc, mais en faisant ça, j'ai remarqué aussi qu'il y avait un problème. Une des solutions comme ça. Alors, il y avait un problème, par exemple, là, le courant n'était pas toujours pas stable, c'est très cher. On utilisait le groupe électrogène, mais malheureusement aussi, il y a des fois quand on fait ça, il y a pas de gasoil, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Donc, ça coûtait cher, ce n'était pas stable. Donc, mais j'ai remarqué qu'on vendait sur le marché des barres de glace comme ça, à peu près 1 mètre de longue et je pense 20 cm ou 25 cm de large. Donc là, j'ai utilisé ça, j'ai passé en deux, j'ai mis dans le frigo des côtés et j'ai utilisé ça pour refroidir le yaourt. Et j'ai pu résoudre ce problème comme ça. Et aussi, mais là, quand je faisais ça, le marché, le business avançait pas mal, mais il y avait la concurrence. Comme je dis, là, il y avait la concurrence de l'Ouganda surtout. Mais c'était compliqué. Mais j'ai trouvé à la fin, il y avait quelqu'un qui est venu chez moi en disant il est les renseignements. J'ai fait ça, il faut que je m'amène à la poste. Donc, j'étais allé avec lui. À la fin, j'ai remarqué qu'il me demande où est tes papiers, où ça, où est ça. Oui, quand j'ai commencé avec le procédure normale. J'avais l'entreprise, j'ai enregistré une entreprise et après, j'ai fait le procédure normale dans lequel on a des normes sud-soudanaises. J'étais allé chez eux là, ils ont regardé le yaourt, ils ont testé, ils ont donné un certificat. Ils avaient donné un certificat que ce yaourt-là, c'est bon. Mais ils ont dit non, c'est pas comme ça. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit non, c'est pas comme ça, tu devais produire ce papier. Je lui dis oui. À ce moment-là, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Même, j'ai dit, il faut regarder la date. On a regardé la date et c'était, je me rappelle, 12 mai 2015. Et moi, j'ai commencé mars 2015. Je lui dis, j'ai commencé début mars 2015. Donc, j'ai dit, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas toutes ces procédures-là. Mais à la fin, de toute façon, on a été arrêté. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas travailler. Ils ont pris des choses. J'ai attendu, j'ai fait le procédure. Et presque 2 mois. Mais quand même, à la fin, j'ai pu travailler. Mais à ce moment-là, quand ils ont commencé à arrêter tout ça, là, il y avait un policier qui venait vers moi en disant il faut nous donner à peu près $300 et après, on va vous laisser. Mais vous savez, en tant que chrétien, on est là dans la mission, on travaille dans la mission, on est aussi tout moins. C'était pas évident, c'était compliqué, mais j'ai dit, je ne peux pas donner, je ne peux pas participer dans la corruption, je ne peux pas faire ça. Oui, ils ont dit, mais si c'est comme ça, on ne peut pas te donner le travail, tu ne veux pas travailler, et tout ça. J'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Si c'est Dieu si, en tant que chrétien, ce serait un bon témoignage dans lequel je ne tombe pas dans la corruption. Pour moi, ça, c'est beaucoup. Parce qu'on est là, je crois que Dieu va faire quelque chose, je sais, et je dois être un témoignage. Et j'ai décidé aussi de choisir ce chemin-là. Et j'étais là. Après 2 mois, j'ai fait tous mes papiers, et tout est bien passé. Et j'étais content parce qu'on n'est pas là pour céder. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi, personnellement. On n'est pas là pour céder. On est témoin, on est là, on doit être l'exemple. Mais quand même, ça coûte un peu cher. Mais on a décidé de choisir le même. J'ai décidé de faire ça, donc je suis vraiment très content. Et il y avait aussi les gens qui priaient pour nous. Et Dieu aussi a prévu pour tout. Et quand on a fait ça, on a commencé à faire du yaourt aussi, j'ai choisi d'avoir des produits sains. Pas juste faire n'importe quoi. Oui, sur le marché, il y avait des possibilités de travailler avec les produits qui sont de l'Ouganda. C'était produits qui, la date de permission, c'était 4 semaines, je pense. 4 semaines. Et il utilise des additifs, il utilise des conservateurs et tout ça. Oui, le marché avait ça. Mais moi, j'ai choisi aussi de donner
de produire des produits qui sont sains, dans lesquels je n'ajoute rien. C'est les yaourts comme il faut, quoi. Il n'y a rien, on n'ajoute rien du tout. Donc, j'ai choisi ça. Et aussi, j'ai choisi 10 jours, comme les normes internationales, quoi. Les normes internationales pour le produit laitier, c'est 10 jours. J'ai refusé de choisir le 24 et le 28 jours. Par rapport au business, c'est bon. Mais moi, j'ai choisi les choses comme il faut. Je voulais faire des choses justes. Aussi, je veux que mes produits, ce serait sain. Je ne vais pas juste faire n'importe quoi. Et franchement, j'ai fait ça. Donc, mais vous allez voir, peut-être là, vous allez dire, OK, oh, là, il utilise quoi exactement comme avant, j'avais dit que j'utilise le produit, j'utilise des choses simples. Je fais tout ça à la main. Je pense là, David va nous juste passer une vidéo par rapport pour vous expliquer les choses les choses qu'on utilise pour produire ces yaourts. Et ces yaourts-là, vraiment, euh, tout le monde dit c'est bon. David, vous pouvez lancer le vidéo, s'il vous plaît. Alors la vidéo charge, elle fonctionnait très bien tout à l'heure. C'est les joies du direct. Alors voici les ustensiles utilisés. Le ventilateur pour refroidir le lait, la thermocelleuse pour fermer les pots de yaourt, le pot, l'opercule, la casserole pour chauffer le lait et les bassines pour refroidir le lait plus facilement. Alors, voilà. Là aussi, je vais continuer encore là pour comment on travaille entre nous là-bas. Comme je viens de dire, là, on était 5 ou 4 plus moi, là, c'est 5 personnes. L'entreprise donnait les petits déjeuners et le déjeuner aussi. Donc, c'est une façon d'être solidaire, c'est une façon aussi d'aider. C'est pas juste travail, c'est un moment aussi d'être ensemble, travailler ensemble, parce que cette relation-là, c'est important. Donc, quand on partage le repas aussi, ça fortifie nos relations. Et vraiment, c'était une des politiques là on a suivi en tant qu'entreprise. Et aussi, là, quand les gens qui travaillent avec nous, ils sont malades ou quelque chose comme ça qui arrive aussi, on le paye en tant que l'entreprise paye 50% des dépenses médicales, comme si je peux dire ça. Là, c'est une façon là pour l'aider aussi et avoir cette partie sociale et partie de fraternité aussi. Mais en plus, on faisait d'autres choses. Il y avait des missionnaires des pays étrangers. Il y en a certains qui sont de l'Afrique même ou l'Occident. Mais en tant qu'entreprise, on a décidé de le donner. S'ils commandent des yaourts, on le donne au prix grossiste. Oui, par exemple, si c'est les étrangers là-bas, les occidentaux, oui, ils ont assez de l'argent, ils ont plus de l'argent que les autres. Mais moi, j'ai pensé que les donner ça avec un prix moins au prix grossiste, ça les aide aussi, ça les aide aussi à avoir un peu plus de l'argent pour être généreux, travailler plus avec les gens qui sont pauvres dans leurs domaines différents. Donc, moi, j'ai choisi comme ça, ou en tant qu'entreprise, on a choisi de faire ça. Parce que notre but, ce n'est pas juste accumuler l'argent, mais le but aussi, jouer cette partie, on est dans la mission, donc
on travaille ensemble. Le but, c'est pas juste gagner de l'argent, mais aussi aider les gens qui travaillent avec toi. On n'a pas de système comme en France, là-bas, il y a des sécurités sociales et tout ça. Ils n'ont pas. On n'a pas à Malakal ou à Djouba ou même ici. Mais en payant 50% de leurs dépenses médicales, pour nous, on a senti que c'était une bonne idée. On a fait quand même. Mais malheureusement, la guerre a éclaté encore là, en 2016, fin 2016 à Djouba. Donc, j'ai tout laissé. J'ai laissé le travail. On a couru, là, on a fui vers l'Ouganda. Et après, j'ai commencé personnellement. C'était pas facile pour moi, personnellement. J'ai tout laissé comme ça. J'ai essayé de gérer l'entreprise de loin, comme je suis ici en Ouganda et je gère l'entreprise, je vais aller, je retourne. Mais c'était pas une bonne idée. C'est parce que quand tu es pas là, il y avait quelqu'un qui nous enseignait la dernière fois qui disait c'est pas évident de gérer une entreprise avec remote control, on dit en anglais. Donc, tu ne peux pas les gérer de loin comme ça. Ça m'arrive que je vais là-bas, tu regardes, le business avance un peu. Le moment où tu rentres, ça tombe encore. Il y a un moment là, j'ai arrêté. Et j'ai rentré en Ouganda. Et c'était pas facile, mais Dieu m'a aidé. Et aussi, je me trouvais aussi à travailler avec l'école avec Jeunesse en Mission. Et après, il y avait une possibilité de lancer avec un responsable qui s'appelle Sadji de l'Inde, de lancer une école, la première école de transformational business. Et on dit ici, c'est école de transformation des business. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, on a commencé la première école en Afrique. Et aussi, c'était 2008, 2009 aussi, on a fait la deuxième. Et en tant que staff, j'étais équipier, comme on dit ici. Et la troisième école, c'était début 2020. J'étais aussi le dirigeant de cette école en Côte d'Ivoire. Et je joue maintenant le rôle de dirigeant mobile. Je vais de base en base pour commencer ces écoles. J'étais encore au Soudan, à Khartoum, j'ai fait cette école aussi, j'ai dirigé cette école. Et même là, juste 2 mois, là, c'était en juillet, j'ai pensé de faire une école aussi au Cameroun, mais on était confinés à Ouganda, donc ce n'était pas évident d'aller. Mais j'ai fait ça. Mais c'est peut-être vous allez demander, cette école-là, c'est quoi? C'est une école, on fait une école de 4 mois, il y a des fois, 4 semaines, pardon, ou il y a des fois, c'est 6 semaines. Mais là, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup celle d'école de 4 semaines. 4 semaines, la première semaine, on fait fondation biblique, et la deuxième semaine, on fait les finances, parce que la gestion, comptabilité, tout ça, c'est important. Et la troisième semaine, on parle beaucoup de marketing. Et la quatrième semaine, avec l'information qu'ils ont reçue, on les aide à faire un business plan. Parce que notre but, c'est pas juste faire une école oui, on peut faire des choses que bibliques, mais dans le business, c'est pas toujours, il y a un aspect technique. Donc, on voulait ajouter aux gens cet aspect biblique et technique. Et pour parler de ça, on a aussi une nouvelle ère, par exemple, de cette école-là. C'est le travail, l'intégrité, l'excellence, être humble, être généreux, aussi la connexion entre nous, Gémiens, surtout c'est une école avec Gémiens. Et aussi, on parle par rapport à l'intégration. Et cette intégration, quand on dit, on veut que les personnes qui font le business doivent être, imaginons là, comme j'ai dit, j'ai 4 personnes qui travaillent avec moi. Si tu fais le business en tant que BWAM, on dit BWAM, c'est business with a mission, un business avec une mission. Donc, quand on fait ça, le champ des missions, déjà, quand ça commence dans l'entreprise elle-même. Ce n'est pas juste envoyer l'argent à Farami et Nathalie en Ouganda, par exemple. Ce n'est pas que ça. Mais aussi, tu dois penser à toi, l'entreprise elle-même. Aussi, avec les clientèles, comment tu peux expliquer, comment tu peux aussi être en mission au milieu d'eux. Parce que vous savez,
Vous savez, c'est la mission en général. On travaille dans le domaine d'évangélisation, disciple, aussi le travail du ministère des Miséricordes. Donc, il faut, dans ton entreprise, tu dois faire quelque chose de ça. Donc, quand on parle de business plan, c'est pas juste, on ajoute toujours une partie du ministère. On ajoute ça. C'est pas juste le finance et tout, le marketing, le marché, tout ça, la concurrence et tout, mais aussi un plan. Comment tu vas faire intégrer la mission avec ton business. Ça, c'est quelque chose qui est important, on le dit. Donc, on enseigne ça aussi. Donc, c'est ça, c'est des choses qu'on fait. Et là, on a fait, ça fait 5 écoles maintenant, mais on prie que cette école-là, ce serait partout en Afrique. Parce qu'on a remarqué aussi, en tant que chrétien, en Afrique, les gens dans les églises, ils sont peurs du business. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans lesquels on dit, OK, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les gens, c'est vrai, oui, mais les gens, c'est pas forcément dans quel business. On peut être pasteur, et si on a beaucoup d'argent, on va faire aussi des bêtises. Donc, on essaye d'expliquer aux gens que c'est pas que dans le business, cette versée, c'est pas par rapport au business elle-même, par rapport à toutes les choses qu'on fait. Si c'est qu'on pense qu'avoir l'argent, si on est politicien, on fait de politique aussi. Cette versée, c'est pour les gens qui font ça dans la politique, même dans l'église, même n'importe où, mais pas que dans le business. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, pensent que c'est dans le business. Et c'est ça, quoi. On essaie de donner ce fondement, la fondation, quand on dit fondement biblique, on parle par rapport à ça. Donc, ça, c'est en gros les choses que j'ai fait. Et ça, c'est en gros les choses que j'ai fait. Donc, vraiment, je vais dire merci beaucoup à David pour me donner cette opportunité. Et ça fait vraiment plaisir de participer dans ça. Parce qu'en tant que missionnaire, c'est toujours, ça fait beaucoup plaisir. Mais avant, j'espère qu'en parlant de tout ça, il y aura des gens qui sont là pour avancer, qui seront là, ce seront les pionniers dans ces domaines et ce seront pionniers aussi de travailler ensemble. Parce que aussi, je pense aussi que c'est le moment pour nous, en tant que chrétiens, en Occident, en Afrique ou même en Asie, de travailler ensemble, de faire quelque chose. Parce que là, quand je vois les infos par rapport à l'Afrique, je vois que tout le monde veut prendre sa part des gâteaux. Mais nous, en tant que chrétiens, là, là, on a vu que les gens qui sont chrétiens ailleurs, comme je viens de dire, dans notre continent, viennent de faire quelque chose avec nous. Parce que on croit qu'on est chrétien, on est frères et sœurs, et il y a cet amour entre nous, mais on veut que les gens viennent. J'ai vu les investisseurs chinois, indiens et les autres. Je ne suis pas contre eux. Ça va. Mais pourquoi non, pas nous? Pourquoi pas les chrétiens qui viennent pour investir? Pas forcément investir. Peut-être le climat, les maladies et tout ça, tu ne choisis pas de venir. Et je comprends, parce qu'il n'y a personne qui est obligé. Si tu es malade ou tu sens que ce n'est pas possible, maintenant, il y a un autre choix aussi. Là, il y a des tendances de commerce équitable, commerce biologique, le bio et tout ça. Il y a une opportunité aussi d'être partenaire avec les gens qui font des choses ici et distribuer ces produits là-bas. Mais il y a beaucoup d'opportunités de business en Afrique. On a beaucoup de ressources. Mais c'est le moment de travailler ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ça, Faremi. Alors, on va passer à un temps de questions. Moi, j'ai des questions déjà à poser à Faremi. Et pendant que je commence, je vous propose soit de faire un signe et de dire que vous souhaitez prendre la parole, soit de le poser dans le chat et je me chargerai de les poser à Faremi. La première question que j'ai envie de te poser, Faremi, c'est cette entreprise que tu as créée, c'était une entreprise alimentaire, c'est une entreprise pour créer des yaourts. Ah d'ailleurs, on n'a pas montré ces yaourts, il faut que je les montre.
Alors, je vais montrer les yaourts de Faremi. Voilà, les beaux yaourts de Faremi avec la belle étiquette. Euh, Et donc, la question que j'ai envie de te poser, Faremi, c'est est-ce que tu as monté une entreprise pour fabriquer et vendre des yaourts parce que tu as vu euh, une opportunité? Option 2, parce que tu as senti que Dieu te montrait cette direction? Ou parce que tu avais vraiment la volonté de travailler dans le domaine alimentaire? Comme je viens de dire, là, je commençais dans ce domaine. Et je sens que dans l'alimentaire, là, j'étais, au début, là, j'ai eu la salut, je peux dire ça. Parce que j'avais rien et j'ai commencé dans ce domaine et je continue. Et en même temps aussi, j'ai choisi ça parce que j'avais, j'ai commencé, j'aime beaucoup travailler dans l'alimentaire, simplement. Même quand je viens de parler des business que j'ai fait avant, Hmm. tout sauf la transportation. J'ai fait le transport, mais les autres, tout, c'était des alimentations. Donc, si c'est le restaurant, si c'est des poulets, si c'est des yaourts, c'est ça. Donc, j'ai ça. J'ai envie de travailler dans ce domaine. Hmm. Même là, j'ai fait un business plan là et la vision que j'ai, c'est moderniser le travail dans le domaine d'alimentation. C'est ça. Donc, Hmm. c'est quelque chose que j'ai dans le cœur. Très bien. Et Mm. tu vois, nous, en Europe, l'un de nos problèmes par rapport à l'alimentation, c'est que même si on arrive à vendre certains produits à l'étranger, on est vraiment dépendant d'autres pays. Par exemple, nous, en France, on est vraiment dépendant de l'Espagne pour nos fruits et légumes ou du Maroc. Mm. En Suisse, ils sont également très dépendants des pays limitrophes. Et nous, Mm. on pense vraiment que c'est un gros problème. Pas qu'on ait un problème d'acheter des choses qui viennent de l'étranger, mais parce qu'on pense que s'il y a des problèmes internationaux, comme le Covid a pu nous le montrer, Mm. bah, le fait de ne pas avoir de l'alimentation sur place est un problème. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment ça se passe dans les différents pays d'Afrique francophone ou même d'Afrique tout court que tu connais, dans ceux dans lesquels tu habites, l'Ouganda, le Mm. Soudan, comment est la situation de l'alimentation et comment tu vois que ça pourrait se développer à l'avenir? Donc, je vais commencer par l'Ouganda. Ici, il y a beaucoup de possibilités. Chez eux, là, tout pousse. Donc, ils font tout, quoi. Mais malheureusement, c'est traditionnel. Donc, c'est pas moderne. Même là, je suivais il y a 2 ans ou 1 an, il y a l'année dernière, il y avait une volonté du gouvernement d'avancer, de changer et de développer ce secteur agricole en général. Et aussi, il exporte. Ici à l'Ouganda, il exporte vers Dubaï, les Amaras, il exporte les ananas, et des mangues et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment grand. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ici. Et même là il y a la semaine dernière, il y avait à la radio, j'ai entendu qu'il y avait des fonds européens pour développer le secteur agricole en Ouganda. Mais le Kenya est plus développé. Donc, ils ont beaucoup de choses et aussi très moderne. Il y a beaucoup d'usines là-bas pour tout. Par rapport à ça, ils sont plus. Même là, comme le Kenya, c'est le premier exportateur des les avocats, par exemple. Donc, au monde, ils ont dépassé l'Afrique du Sud il y a 2 ans. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Mais malheureusement, au Soudan du Sud, il n'y a rien du tout. Donc, ils emportent tout. Hmm. Donc, ils ne sont pas comme comme l'Europe, mais ici, il n'y a rien. Au Soudan du Sud, il n'y a rien. Hmm. Ils ont vécu depuis 55, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Donc, ils n'ont rien. Ils importent tout. Il y a 2 ou 3 ans, il importait même jusqu'à là, je pense. Il importait même les tomates de l'Ouganda, les okras et tout ça. Donc, au Sud-Soudan, il n'y a rien du tout. Il y a beaucoup de possibilités là. Donc, Alors, moi, je suis allé au Burkina il y a très longtemps et à l'époque, je me posais pas du tout la question de l'alimentation, je me posais pas du tout la question de la façon de cultiver. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous raconter vite fait, c'est est-ce que, comment ça fonctionne l'agriculture? Est-ce que c'est de l'agriculture traditionnelle? Est-ce que l'agriculture, on utilise beaucoup les petits outils, les tracteurs, est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça fonctionne? Et là, puis après, si tu peux développer,
Euh, à quelle période vous en êtes de l'évolution de l'agriculture par rapport à la prise en compte de comment fonctionne le sol? C'est-à-dire que est-ce que vous avez euh, subi euh, la façon de faire à l'européenne où on enlève tout ce qui pousse, etc. Ou est-ce que vous êtes déjà retourné, comme on devrait tous le faire, à une agriculture sur un sol vivant qui est toujours couvert, etc. Voilà, je te lance plein de pistes et je te laisse répondre là où tu veux. Ok. Ici, je vais parler plus par rapport au Ouganda encore, parce que ici, il y a des saisons. Des saisons, c'est toujours, il attend la pluie. C'est pas l'irrigation et tout ça, non. Et il respecte un peu. Il respecte un peu là, la façon de comment cultiver là. Il y a un moment, il laisse ça, il change il change par exemple, il peut utiliser, il peut mettre le gina, donc le arachide, mais la prochaine fois, il va mettre des Oui. patates douces. Donc, il change, il essaie de faire les choses comme ça. Mais j'ai remarqué, on est ici à Jeunesse en Mission à Rouen, on a une école d'agriculture. On dit, c'est comme vous avez dit là, il veut faire les choses comme il faut pas changer, il faut pas tourner le sol, il faut pas tout ça. Ils commencent, mais ils avaient parlé par rapport à quelque chose qui était choquant un peu, qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de grandes compagnies là, internationales, des multinationales qui sont de l'Inde et d'autres pays, qui essaient de pousser les gens à utiliser des produits, quoi. Donc, mais ici, presque tout est organique, on peut dire comme ça. Tout est bio, par exemple. Pardon, j'ai utilisé organique, le mot en anglais. Donc, c'est ça. Mais il y a ça, c'est le multinational qui essaie de pousser, que les gens utilisent des produits. Mais, mais quand même, là, j'ai remarqué que le gouvernement essaie de développer. Mhm. Et là, quand on parle de cette côté-là, quand on parle ici, je parle de chez nous ici, à West Nile, quand on parle, là, le gouvernement essaie de faire avoir des champs, des grands champs, et aussi développer une partie là, ils ont ouvert une usine de sucre et tout ça. Le gouvernement essaie de faire quelque chose. Il y a beaucoup de possibilités. Mhm. Et même, j'ai remarqué qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une société égyptienne qui travaille pas loin de nous ici, à peu près 38 ou 39 kilomètres d'ici. Donc, il y a, mais parce que c'est ici, c'est biologique. Il envoie l'export directement chez eux, en Mhm. Égypte. Ouais. Oui, l'Égypte a vraiment des problèmes de fourniture d'alimentation, donc ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. On a une question, c'est Gilbert qui demande, avez-vous une agriculture diversifiée qui permet une alimentation équilibrée? Équilibré, je peux pas répondre à ça Mhm. parce que les gens aussi, c'est pas quelque chose. Les gens mangent les mêmes choses ici. Donc, si je vais parler par rapport, c'est toujours les patates douces, l'arachide et des maïs. Il essaie, mais c'est. Donc là, je ne vais pas dire c'est équilibré, c'est. Mais quand même, il essaie de diversifier. Mhm. Avec les reconnaissances simples et traditionnelles, il essaie de faire quelque chose. Oui. Est-ce que Donc, vous avez gardé cette habitude d'avoir euh, des des petites cultures familiales en plus d'un travail ou c'est quelque chose qui a été abandonné? au Soudan, là, j'ai grandi au Soudan du Sud, c'est abandonné, mais ici, en Ouganda, en Ouganda, même là, au Congo, c'est toujours, c'est gardé. Les gens, ils ont toujours quelque chose. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune Soudanais ou un jeune un Zaïrois ou Congolais qui voudrait lancer une activité dans qui, qui vraiment pense qu'il peut être utile il veut se rendre utile pour son territoire, pour son village, et puis il a envie de se lancer dans le domaine alimentaire. Et tu lui conseillerais de commencer par quoi? Quels seraient les conseils que tu lui donnerais?
Là, là, je peux donner plus une avis économique plutôt, parce que là, c'est mon domaine plus. Mais vraiment, il y a quelque chose qui est avantage en Afrique ici, c'est on a, on parle pas de concurrence. C'est pas comme en Occident, là, quand tu dois étudier la concurrence en détail. Ici, on n'a pas beaucoup de concurrence. Donc, il y a tout est ouvert. La seule chose qui est compliquée, c'est toujours là, quand on commence, le risque, c'est toujours le financement. Il n'y a pas beaucoup de financement, si c'est sur place ou de l'étranger. Et aussi, il y a le problème des infrastructures, les routes et tout ça. Ça, c'est un problème. Et quand on pense de l'agriculture, il y a des problèmes de transportation. Les routes ne sont pas bien. Mais si c'est le Congo, si c'est le Sud-Soudan, c'est ça. Mais ici, en Ouganda, ça va. Il y a des routes, mais quand même, c'est un problème. On avait un étudiant qui a essayé de faire un projet d'agriculture ici, avec des produits locaux, mais ce n'était pas évident. Parce que là, son projet, c'était aller dans les villages pour aider les gens des villages, parce que chaque personne a un petit jardin pour les aider à amener les choses. Mais il a eu le problème de transport, parce que les routes, ils n'étaient pas bien. Oui, il y a les grands axes, c'était bon, mais vers le village, les petites villes, c'était pas bien. Donc, ça, c'est le risque. Mais autrement, on a beaucoup de possibilités. Et surtout quand les personnes ils pensent d'exporter. Et là, c'est parce qu'il y a des choses comme le ananas et le mangue. Il y en a beaucoup de possibilités parce qu'on peut les exporter. Mais sur place, parce que là, les gens produisent beaucoup. Mais pour eux-mêmes, il y a assez de... Donc, le financement, si possible, donc c'est le moment de faire des grandes choses. C'est possible. Ouais. J'ai vu que du côté de Magali, on avait levé la main. Magali ou Isako? Ouais, c'est Isako. Bonsoir. En fait, ma question, c'était de voir comment est-ce qu'il intégrait la mission dans le business, on va dire, dans la manière de fonctionner. Et voilà. Là, je pense que c'est une question de quelqu'un de j'aime. Oui. Là, quand j'ai commencé, quand on travaillait là-bas, ou surtout le business, je parle par rapport au business à Djouba, c'était une façon de notre soutien, c'était pas aussi beaucoup. Donc, c'était une façon de nous aider aussi. Donc, on utilisait tout pour notre soutien. Et j'ai travaillé par rapport, avec Guinness en mission, j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé par rapport aux finances, l'administration des finances et tout ça. J'ai fait ma part. Et avec les gens, je lance le travail le matin et je pars et je viens l'après-midi quand ils étaient beaucoup. Mais au début, je commençais quand j'étais tout seul. Quand j'étais tout seul, donc j'ai travaillé que dans le business à ce moment-là. Et quand l'équipe a grandi, des jeunesses en mission, on a commencé à travailler. Je lance le travail, j'ai fait l'audit. Le soir ou le matin, j'ai fait l'audit et c'est comme ça. Donc, je suis présent là-bas pour superviser le travail. Et là, j'ai fait le truc des papiers et des finances. Mais c'est une grande question et en tant que gémier, je comprends. Et aussi, ça dépend des leaders de la base. Est-ce que quelqu'un a encore une autre question? En tout cas, moi, je suis vraiment content de cette première soirée, malgré les problèmes techniques, mais c'est pas grave parce que ton message a été enregistré, donc il sera diffusé. Il va falloir que je vienne voir comment ça se passe quand même. Il va falloir que je comprenne mieux, et puis il va falloir qu'on voit ce qui est possible de tisser comme lien entre les opérations que tu fais là-bas et puis ici. Et puis le premier lien qu'on va commencer pour concrétiser ce lien, on va pas perdre notre habitude. Notre habitude, c'est pour remercier et encourager les œuvres qui sont présentées, c'est de faire un don. Donc Farémi, dans quelques jours, tu recevras un don de notre part.
Et je propose à ceux qui sont là ce soir et puis ceux qui vont te découvrir dans la semaine en replay de pouvoir participer eh bien, à cette offrande et à ce don pour l'œuvre que tu réalises et que tu portes. Je vais mettre dans le chat le lien pour pouvoir soutenir. C'est le même que d'habitude pour ceux qui sont habitués. Vous pouvez donner assez facilement. Et pour ceux qui voient la vidéo en rediffusion, eh bien, vous l'avez dans la description de cette vidéo. Un petit lien pour pouvoir soutenir Faremi et toutes les missions qu'il se donne de faire là-bas. Ça soutiendra également, j'imagine, sa famille, son foyer et ses enfants. Combien tu as d'enfants Yeah. maintenant, Faremi? Ils sont trois. Ils sont trois. Durban qui a 15 ans, Ethan 12 ans et Ethan 12 ans et Gaston 9 ans. Parfait. Et j'ai oublié de dire quelque chose. On va partir de Jeunesse en Mission à Rouen bientôt à cause de l'école des enfants. On va aller à Kampala. Ouais. Et aussi, donc, c'est vraiment plus compliqué parce qu'ici, on est dans une petite ville. Ça va, financement, ça va. Mais quand on va là-bas, ce serait beaucoup plus de dépenses et ce serait plus compliqué. Mais quand même, au moins, les enfants, ils seront dans une école française parce qu'on fait l'école à la maison et c'est compliqué. Maintenant, ils ont grandi et c'est compliqué maintenant, surtout avec le Gaston qui est le dernier. Mhm. Et là, on pense d'aller là-bas à Kampala. Et comme vous avez dit, là, vous voulez venir vous-même pour voir les choses sur place. Quand on serait là-bas à Kampala, ce serait plus facile. Parce que là, ici, Kampala, Arua, ça fait un bus, là, ça fait 8 heures de bus. Donc, ça t'évite, ça vous évite ça. Et, et de toute façon, bienvenue à tout le monde. Chaque personne qui veut voir plus, Gémien, pas Gémien, on est là. Surtout quand on sera à Kampala, ce serait plus facile. Et vous êtes tous le bienvenu. Moi, je me réjouis des projets que Dieu a pour vous dans cette ville, de ce que tu vas pouvoir semer, toi et ton épouse. Parce que vous vous déplacez pour l'école de vos enfants. Je ne peux que comprendre. C'est la deuxième fois que je déménage moi aussi pour l'école de mes enfants. Donc je ne peux que comprendre ça. Et, euh, et je crois que c'est un bon choix, même si il vous coûte dans tous les sens du terme. Dieu va bénir parce que vous avez fait ce que je crois être le bon choix, Amen. l'école de vos Amen. enfants. Et puis il y a Amen. plein de choses pour vous dans cette nouvelle ville. Alors je me réjouis de suivre vos aventures. Et puis, il faudra que tu nous donnes des nouvelles, comme ça je pourrai tenir au courant nos amis. OK. En tout cas, je voulais vous remercier à chacun d'être présent ce soir. Et demain ou après-demain, vous recevrez le lien pour pouvoir revoir cette vidéo. Je vous invite à la partager à tous vos amis qui pourraient être intéressés. Euh, et puis qu'on puisse être un maximum à encourager Faremi et tous les porteurs de projets que l'on va rencontrer au fur et à mesure des prochaines semaines et des prochains mois. On va continuer en septembre avec des invités européens. On va continuer la première série et on continuera cette nouvelle série, les deux en parallèle, parce qu'on n'a pas fini de découvrir toutes les différentes façons de s'impliquer dans le domaine de l'alimentation en Europe comme en Afrique. Et je me réjouis d'avance pour tout ça. Ah, il y a quelqu'un qui souhaite intervenir. Jacqueline. Non? Ok, c'était une erreur, c'était une fausse manip. Alors, je vous Bien. remercie à tous. Merci pour votre participation. Euh, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.